ce mouvement de choisir. Des deux côtés de l'Atlantique, les jeunes dansent, chantent, aiment sur le même rythme. À leur manière, ils font leur révolution culturelle. Leur devise, contester pour être libre. D'un point de vue culturel, il y avait deux points communs entre les mouvements étudiants américains et allemands, et d'ailleurs aussi le mouvement français. Là où ces mouvements se rejoignaient, c'est qu'ils avaient imaginé de nouvelles formes originales de protestation pacifique. D'un côté, les sit-in, mais aussi, curieusement, de l'autre, les love-in. En Amérique, un des éléments qui rapprochait ces deux courants extrêmement différents au sein du Free Speech Movement, c'est-à-dire le mouvement pour la liberté de parole, c'est ce qu'on nomme aujourd'hui pudiquement le début du féminisme. Ce qui en fait correspond à l'introduction de la pilule. Et cette formidable découverte qu'était la contraception a complètement redéfini les relations sexuelles entre les jeunes. La pilule a été introduite en France, puis en Amérique et en Allemagne. Aujourd'hui, c'est encore un sujet tabou, mais on peut dire qu'elle a pleinement participé d'un nouvel élan, de l'euphorie qui régnait dans ces années-là. Il y a à la fois une révolution culturelle dont les États-Unis ont été un accélérateur, un peu la matrice, à la fois les Californies, mais Memphis pour la musique, pour la musique noire qui joue un rôle quand même qui va féconder énormément de choses, le jazz, voilà, on écoute du jazz, on baigne dans de la culture américaine et en même temps dans des modes culturels sur la libération sexuelle, sur les mœurs, etc. Tout ça est vécu très positivement. Et les mêmes en blue jean, en ayant vu 5 films américains dans la semaine, en ayant relu pour la 3e fois un roman d'Hemingway ou en découvrant Brotigan, on va manifester de manière très déterminée, très violente contre la venue de tel président des États-Unis en France. Demonstrationen, Krawalle, Proteste. In Berlin, dem Brennpunkt der Auseinandersetzungen, fordern die Demonstranten unter anderem den Rücktritt des Senats, die Enteignung des Springer-Konzerns und eine einstündige Sendezeit für die außerparlamentarische Opposition. Der SDS aber hält an seinem Ziel, an der permanenten Provokation fest. Les étudiants se voyaient comme les adversaires d'une culture en partie marquée par les anciennes figures de l'Allemagne du Troisième Reich. Certains de ces représentants étaient encore en fonction, notamment dans les universités. Il s'agissait de sinistres individus qui continuaient d'enseigner comme si de rien n'était. Les étudiants étaient des antifascistes convaincus et n'hésitaient pas à mettre en avant la théorie de l'impérialisme pour pointer du doigt les États-Unis. Je rappelle quand même que le déclenchement de mai 68 en France se fait à partir d'une manifestation anti-américaine, une organisation trotskiste qui s'appelle la LCR, qui fait une opération comme ça un peu contre l'American Express à Paris. Il y a des arrestations et c'est pour protester contre ces arrestations qu'il y a l'occupation du 22 mars à Nanterre, qui va jouer un rôle dans le déclenchement de mai 68. Le 68 est quand même ancré idéologiquement dans tous les débats idéologiques européens, donc c'est difficile. Ce qu'on a retrouvé aussi après aux États-Unis, mais les Américains se battaient dans les années 60 contre la guerre au Vietnam que menait leur pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce mouvement contre la guerre au Vietnam était fait dans l'argumentaire au nom de la Constitution américaine. L'Amérique n'a pas été créée pour faire une guerre comme celle du Vietnam. Voilà l'argument. Nous, la Constitution américaine contredit
notre intervention en Amérique. Inimaginable en Europe que quelqu'un se batte au nom de la Constitution, ceci ou cela, comme ça, pour montrer un peu la différence politico-culturelle des deux pays. De 1965 à 1973, les Américains s'embourbent dans une sale guerre au Vietnam. Le discours sur la liberté perd encore de sa crédibilité. We have died in order to keep our contract, in order to protect human beings. And the point I want to make is why don't people concern themselves something with a country that's trying to maintain her independence. Le choc aux États-Unis de la guerre du Vietnam a été un choc parce que est-ce qu'ils défendaient la bonne cause? Est-ce que ce qu'ils faisaient était la bonne cause? Est-ce que c'était pas Ho Chi Minh qui était la bonne cause et pas Diem ou tous les autres à l'époque? Le choc a été profond. Les États-Unis ont été ébranlés moralement au-delà de l'élément de l'échec du coup et de la tristesse pour les morts. The war is over and the communists have won. Peter Collins, CBS News, at the Presidential Palace in Saigon. Toute la soirée et toute la nuit va se poursuivre sur le toit de l'ambassade des États-Unis, le ballet des hélicoptères emmenant ceux parmi les plus chanceux ou ayant eu les meilleurs pistons. Souvent, arrivés à bord des porte-avions américains croisant au large, ces hélicoptères trop nombreux, faute de place, seront purement et simplement jetés à la mer. Dernière illustration d'une gabegie financière qui aura coûté en vain, au-delà des millions de victimes, des centaines de milliards de dollars aux États-Unis, alors que dans le même temps, des millions de citoyens américains continuaient de vivre là-bas, dans une misère noire. Ma génération a grandi dans la révolte. Dans les années 60, cette révolte était aussi dirigée contre les États-Unis, notamment dans le cadre de la guerre du Vietnam. Tout d'un coup, on s'est mis à douter, à regarder tout ça d'un œil critique. En Europe, on pesait le pour et le contre. On voyait ce qu'on avait gagné, mais aussi ce qu'on avait perdu avec l'américanisation, c'est-à-dire une partie de notre propre culture et de notre identité. L'anti-américanisme latent existe dans toutes les sociétés, de même qu'il existait sans doute dans les anciens empires, par exemple du temps de l'Empire romain, un ressentiment contre les Romains. On a par principe une image négative de ceux qui ont le pouvoir, et les États-Unis sont une grande puissance. Mais la vraie question c'est, quelles sont les différentes facettes de cet anti-américanisme ? Dans quelle mesure les critiques dirigées contre les États-Unis sont-elles justifiées? Et l'anti-américanisme, c'est quoi au juste? Je voudrais d'abord qu'on m'explique ce qu'est l'américanisme. Quel est le mode de pensée et d'action de l'Amérique? D'où vient notre fascination? Pourquoi la rejette-t-on? Berlin héberge un grand nombre d'institutions où l'élite, fascinée par la politique américaine, tente de répondre à ces questions et continue de se projeter en elle. Conservatives have seen national self-doubt as a grave threat to liberal democracy's capacity to confront and compete with totalitarian foes. See, America in the wake of Vietnam no longer believes in its virtue, no longer believes that we're really necessarily any better than the Soviet Union, no longer believes that the Cold War is a struggle of good versus evil. This is the grave threat. This is why the Soviets and the Chinese seem to be on the march. It's because we no longer believe in our virtue, we no longer have moral clarity, while of course the Soviet Union does on its side. So Ronald Reagan, the neoconservatives' hero, takes power and famously says, the era of self-doubt is over. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Quand Reagan est arrivé, que nous avons caricaturé en Europe en disant un acteur de ce complot, moi je pense que Reagan restera
dans l'histoire des États-Unis, je ne dis pas l'histoire internationale, mais dans l'histoire des États-Unis, un grand président, parce qu'il a redonné confiance aux États-Unis, il a éliminé, sans reconnaître que ça n'existait pas, mais il a permis de surmonter le choc moral. Let me share with you a vision of the future which offers hope. It is that we embark on a program to counter the awesome Soviet missile threat with measures that are defensive. Let us turn to the very strengths in technology that spawned our great industrial base and that have given us the quality of life we enjoy today. What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies? Les États-Unis considèrent que le moment est venu de donner un coup de boutoir à l'Union soviétique et Reagan se lance dans cette grande fresque qui est à l'époque une fumisterie scientifique mais qui va terroriser les soviétiques, qu'est la guerre des étoiles. Je dis une fumisterie parce qu'à l'époque on nous parlait de l'interception à coup sûr des missiles par des systèmes d'interception avec une alerte précoce, mais pour que ce soit vraiment un bouclier il faudrait que ça marche à 100%. C'était le discours de Reagan à ce sujet était en 1983, si je me rappelle bien, sur la guerre des étoiles. Nous sommes en 2007 et les scientifiques américains les plus favorables à ça nous disent que ça sera opérationnel dans 25 ans. Ronald Reagan rend aux Américains leur fierté, mais il pousse en Europe de l'Ouest des centaines de milliers de manifestants dans la rue. Ils protestent contre la course à l'armement. Le couple transatlantique est au bord de la rupture. Durant cette période de la guerre froide, cette décision des États-Unis avait été perçue comme une provocation. L'installation en Europe de l'Ouest des missiles de moyenne portée Pershing, du nom d'un général de la Seconde Guerre mondiale, a été ressentie par l'opinion publique comme une reprise de la course aux armements avec les soviétiques, avec tout ce que ça laissait supposer par la suite. À l'époque, je trouvais l'atmosphère extrêmement tendue en Allemagne. Les États-Unis décident de tout, les autres voudraient soit participer à la décision, soit au moins qu'on fasse semblant de les consulter, pour leur amour-propre, et dans certains cas, ils ont peur des décisions américaines. Parce qu'ils sont bien contents d'être protégés, mais ils ont un peu peur du système d'en face et ils ont développé de ce fait une sorte de psychologie pacifiste. Donc il y a toute une question et qui est aussi liée à la stratégie nucléaire de dissuasion qui prend différentes formes au fil du temps et que les Européens ne comprennent pas ou affectent de ne pas comprendre, dont ils ont peur tout en bénéficiant. Enfin, il y a tout un débat, surtout dans les pays qui sont privés de l'arme nucléaire, notamment les pays vaincus à la fin de la guerre. La capitale de la République fédérale est envahie depuis hier soir par les pacifistes qui seront certainement plus de 100 000 cet après-midi lors du grand rassemblement devant l'université contre les nouvelles fusées de l'OTAN qui doivent être déployées en République fédérale, également contre la bombe à neutrons et en général contre la politique germano-américaine de réarmement. Lorsque la double décision de l'OTAN a été prise en 1983, il y a eu à chaque fois entre 300 et 400 000 personnes qui sont venues protester devant le campus universitaire de Bonn. J'y étais, moi aussi. Mais à l'époque, je crois que je ne comprenais pas très bien de quoi il s'agissait. On sentait que la guerre froide touchait à sa fin.